Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une vidéo qu'on m'a demandé de regarder et qui m'a indignée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a demandé de la regarder, pour susciter une solidarité dans l'indignation. En gros, mais je vais détailler, il est dit dans cette vidéo que le viol d'une enfant par son père est une façon tragique d'exprimer son amour. C'est inadmissible de dire ça, surtout quand on a plus de 100 000 abonnés. Non, le viol, ce n'est pas de l'amour. Il n'y a pas d'amour derrière un viol. Jamais. Le viol est un acte de domination. Et un acte de domination, ce n'est pas de l'amour. C'est même absolument le contraire. S'il y a eu de l'amour, c'est une rupture d'amour. Il va falloir arrêter avec Johnny Hallyday. Hein. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée. Quand on aime, on ne tue pas. Quand on aime, on ne viole pas. Sérieusement. Croire le contraire, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Le plus choquant, c'est que cette vidéo présente un accompagnement dit thérapeutique sous la forme d'un jeu de rôle. L'auteur de la vidéo prend l'exemple d'une femme qui a subi des violences sexuelles commises par son père durant son enfance. L'auteur va dialoguer avec le praticien qui va jouer le rôle de son père. Alors, je dis violence sexuelle, hein, c'est pas le terme employé dans la vidéo. Parce que l'auteur de la vidéo réalise quand même l'exploit de parler d'une situation dans la réalité de violence sexuelle, peut-être même de viol, mais sans jamais prononcer, dans une vidéo d'une vingtaine de minutes, le moindre terme appartenant au champ sémantique de la violence. L'auteur parle d'inceste ou d'abus. Alors, l'inceste et un viol incestueux, ce n'est pas la même chose. Marguerite Yourcenar a écrit un très beau récit, Anna Soror, à propos d'un désir incestueux entre un frère et une sœur, un désir d'ailleurs qui reste sans passage à l'acte. En employant le terme d'inceste, non seulement c'est autre chose, hein, un inceste peut être vécu entre deux adultes consentants, mais en plus, la violence est invisibilisée. En ce qui concerne le terme d'abus, c'est une façon également de minimiser la violence. Ce terme n'existe pas dans le code pénal. Un préalable, quand on parle des violences sexuelles, c'est d'en acquérir le vocabulaire. Un vocabulaire, bien sûr, qui ne soit plus celui de la culture du viol. En particulier quand on a la prétention d'accompagner des personnes qui ont subi des violences sexuelles. La première chose, ça va être d'avoir le courage de nommer les violences subies, de mettre des mots pour la personne qui a besoin qu'on mette des mots pour qu'elle se sente reconnue dans son vécu. Et on les nomme, ces violences, en fonction de leur dénomination dans le code pénal. C'est important pour les personnes qui ont été victimes de ces violences de leur donner une référence sociale, une référence et une reconnaissance sociale des violences subies. C'est une façon d'exprimer notre solidarité. Cette proposition thérapeutique est donc un jeu de rôle où une seule personne joue un rôle, le praticien. Mais l'auteur trouve que jeu de rôle, l'expression est mal choisie. Parce que on ne joue pas un rôle, dit-il. On se connecte à la personne et on incarne son père. Il se connecte donc à quelqu'un qu'il ne connaît pas, de sorte qu'il peut l'incarner. Il nous dit même qu'il va percevoir dans la réalité de cet être qu'il est en train d'incarner, ce qui fait que cet être a agi comme il l'a fait. Une sorte de télépathie, de divination, je ne sais pas. Comme dirait Aurélien Barraud, soyons sérieux. Je suis Françoise Leclerc, traumaticienne et sexologue. Je forme des traumaticiennes, c'est-à-dire des spécialistes, notamment de l'accompagnement des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Et j'aimerais apporter quelques petites rectifications par rapport à ce que j'ai entendu dans cette vidéo dont je vous parle. Alors, je précise pas quelle est cette vidéo. En fait, elle est représentative d'un discours sur les violences sexuelles quand l'orateur n'est pas déconditionné de la culture du viol. Si vous l'avez pas vue, c'est mieux de pas aller la voir.
Si vous l'avez vue, vous la reconnaîtrez. Alors, pour répondre à cette vidéo, je vais me relier à son auteur dans un espace où il est un être profondément aimant et contributif. Bon, je me moque un peu là, gentiment. Euh, c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup écouté les vidéos jusqu'en 2016. Elles m'ont beaucoup inspiré et beaucoup appris. Mais là, c'est pas possible. Dans cette vidéo qui date de septembre 2023, bien sûr, il y a dans son discours des choses qui sont justes. Mais je le regrette, elles sont également maladroites et inadaptées dans la situation. Par exemple, il dit qu'en communication non violente, on prend soin de distinguer ce que fait quelqu'un, ses actions, et l'être. Alors je donne entièrement raison à Marshall Rosenberg, hein. Et c'est une distinction qui peut effectivement être importante dans un processus de guérison. C'est juste à condition, en tant qu'accompagnante, de se positionner et de condamner absolument les actes de celui qui a commis l'agression. C'est indispensable de confirmer à la personne qui a subi ces actes qu'ils sont condamnables par la justice et qu'ils sont socialement inacceptables. Ça suffit pas de l'écouter avec empathie. Elle a besoin aussi d'une validation sociale. Effectivement, donc, on peut détester les actes d'une personne et quand même aimer cette personne. Cela permet, en effet, pour une personne qui a été victime de son père, par exemple, de résoudre peut-être un conflit intérieur et de se mettre en paix avec soi-même, de se réconcilier avec l'enfant qu'elle était, si cet enfant aimait ce père, que peut-être aujourd'hui elle déteste, ou peut-être pas, mais elle entend que ce qu'elle a ressenti, qui semble contradictoire, hein, j'ai aimé mon père et je détestais ce qu'il m'imposait, est un ressenti pertinent. Quand on a été victime dans son enfance de violences sexuelles commises par un ascendant, bah, on a une perte de repère. On peut avoir beaucoup de confusion. Et le rôle de l'accompagnant est de dissiper la confusion, pas de l'augmenter. Et obtenir d'une personne qui a été victime, qu'elle dise, qu'elle croit, s'adressant même fictivement à son père, je comprends que c'est parce que tu m'aimes énormément que tu as fait ça. Et c'est tragique ce que tu as fait, mais en dessous, il y avait de l'amour. Cela ajoute à la confusion. Aimer énormément quelqu'un et le violer, soyons sérieux, ça n'est pas possible. Pour le croire, il faut être sacrément confus sur ce qu'est l'amour. L'amour s'exprime dans des mises en acte. Et le viol n'est pas une mise en acte de l'amour. C'est une mise en acte de la domination et c'est traumatogène. Quand bien même il y aurait de l'amour, il n'y en a pas. Quand bien même il y aurait de l'amour, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une circonstance atténuante. Aux yeux de la loi, violer sa fille est une circonstance aggravante. Alors, on a vu que le praticien qui joue le rôle du père va donner les raisons pour lesquelles le père a agi comme il l'a fait. Encore une fois, il donne des raisons d'une personne qu'il ne connaît pas. Il explique que quand il fait un jeu de rôle dans lequel il incarne un père, il a des capacités empathiques qui font que, pour une fois dans sa vie, la personne va pouvoir être entendue par son père ou sa mère. Il s'y maîtrise, hein, ça part d'une bonne intention, mais le résultat, c'est que le ratio des sexes en matière de violences commises se trouve invisibilisé, et donc la réalité sociale des violences se trouve falsifiée. Avec ses capacités empathiques, qui sont très grandes, il va effectivement écouter la personne, mais il l'écoute en incarnant un rôle. C'est une fiction. La personne ne rencontre pas son père, mais une fiction de son père. Dans notre culture aliénante, comme l'a défini Marshall Rosenberg avec justesse, hein, nous sommes toutes et tous en déficit d'écoute, d'attention, de considération. Et donc, toute pratique qui nous procure cette expérience, qui comble ses besoins, nous fait du bien. Mais en la circonstance, le sens de ce vécu est falsifié. Le jeu de rôle, finalement, aboutit à une fable qui est un déni des violences et finalement un déni de la réalité. D'autant quand le jeu de rôle est proposé devant un groupe, c'est pas toujours le cas. Un groupe qui va offrir une validation sociale à la croyance que le viol est une expression tragique de l'amour. Ça provoque
ou ça renforce un traumatisme social, c'est-à-dire l'adhésion à une croyance socialement partagée qui est clivante, donc traumatogène. Cela rajoute potentiellement un traumatisme au traumatisme. Et bien sûr, ça ne désactive pas le traumatisme à caractère sexuel. La personne change son regard sur son père. Et Cyrulnik nous dit que la résilience, c'est changer le récit de soi. Mais la résilience, ce n'est pas la désactivation du traumatisme. Pour que le traumatisme soit désactivé, il faut que les informations, c'est-à-dire le vécu émotionnel de cet événement, le viol, soient intégrées neuro-émotionnellement. Quand on vit un traumatisme, les informations de ce vécu restent stockées de façon dysfonctionnelle dans le cerveau émotionnel. C'est ce qui fait que c'est douloureux. Si l'information est retraitée, elle va intégrer pleinement la mémoire biographique située dans le cerveau rationnel et ça ne fera plus souffrir. Et les symptômes associés vont disparaître. Quand la personne à qui on propose un jeu de rôle parle de sa souffrance, elle parle avec sa mémoire biographique qui est dans son cerveau rationnel. Or, les informations traumatiques, le vécu émotionnel non intégré, se trouvent dans le cerveau émotionnel, dans la mémoire traumatique. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas avec les informations qui ont besoin d'être intégrées. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de retraitement de l'information et donc il ne peut pas y avoir une désactivation du traumatisme. La personne, cependant, peut se sentir mieux. On a changé son regard sur son père, elle le voit maintenant comme un être aimant. Le jeu de rôle a satisfait des besoins fondamentaux. Elle a vécu une expérience cathartique. Elle a pu dire ce qu'elle ne peut pas dire habituellement. Et elle a pu entendre ce qu'elle a besoin d'entendre. Le jeu de rôle, à l'instar d'une thérapie comportementale et cognitive, a mis en scène un nouveau comportement virtuel. De nouvelles interactions ont été simulées et elles induisent un changement de représentation. Mais le traumatisme n'est pas désactivé. Et la personne, si elle se retrouve en face du père réel, va se heurter à la réalité du père réel. Alors peut-être que dans un premier temps, comme c'est le cas avec les constellations familiales, le changement opéré en elle va induire une dynamique systémique qui peut changer quelque chose dans leur relation, s'ils sont toujours en contact, mais le traumatisme n'est pas désactivé. L'auteur de la vidéo nous dit que parfois ces jeux de rôle sont enregistrés et des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles incestueuses dans leur enfance vont faire écouter cet enregistrement à leur père. Il y aurait alors de vraies retrouvailles, le père disant que oui, c'est exactement ça. Alors, évidemment, on lui sert sur un plateau une belle image de soi qui le dédouane de ses actes. Il est justifié au lieu d'être justicié. Évidemment, c'est tentant. C'est dans son intérêt de faire croire qu'il correspond à l'image de lui présentée dans l'enregistrement. Peut-être même d'y croire lui-même. Il n'y a rien eu à faire, hein, sinon se saisir de l'opportunité d'être blanchi sans la moindre remise en question. En fait, lui faire écouter l'enregistrement assure son impunité, augmente son impunité. Alors, je suis d'accord que nous avons à sortir du système punition-récompense, qui fait effectivement partie d'un conditionnement culturel tragique, qui participe de la culture des rapports de pouvoir, c'est-à-dire de la culture du viol. Culture qui est à l'origine de tous les traumatismes. Mais dans cette circonstance, quand on parle d'assurer l'impunité de celui qui a commis l'agression, on est en train de se référer à ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur. Stratégie en 5 points: mettre sous terreur, dénigrer, isoler, inverser la culpabilité et assurer l'impunité de celui qui a commis l'agression. Tout ce qui favorise ces points, un de ces points, soutient la culture du viol. Par exemple, l'inversion de la culpabilité. Quand on dit que les victimes, en mode chacal, veulent se venger. Alors d'abord, je travaille sur les violences sexuelles depuis 2007. J'ai rarement entendu une victime dire qu'elle voulait infliger une douleur semblable à l'agresseur. Au contraire, la très grande majorité des victimes détestent la violence
ne reproduit pas la violence. Alors j'ai entendu dire, hein, par exemple, mon père c'est une ordure, je voudrais qu'il crève. Bon, souhaiter la mort de quelqu'un n'a jamais tué personne. Quand quelqu'un dit ça, il est en colère. Et la colère, pour qu'elle s'apaise, comme toutes nos émotions, il faut la traverser. Et commencer par être confirmé dans la légitimité d'être en colère, c'est un bon début. Énoncer que quelqu'un a violé parce qu'il aimait énormément sa victime, c'est assurer l'impunité des violeurs. Et c'est inadmissible. Assurer leur impunité dans le sens de ne pas leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes, pour en assumer la responsabilité. Quand un père dit qu'il a violé son enfant, mais que derrière il y avait de l'amour, il n'a pas conscience de la gravité de ses actes. J'aimerais vérifier 6 mois après le jeu de rôle, comment est la relation entre le père qui a entendu l'enregistrement et sa fille qui lui renouvelle sa confiance. Et j'espère surtout que la fille ne confiera jamais ses enfants à leur grand-père, parce que ces enfants seraient en danger, surtout s'ils les aiment. L'auteur de la vidéo dit, pour justifier les actes du père qu'il incarne, parce que ça ressemble quand même pas mal à une justification, qu'il a exprimé son amour de façon tragique pour son enfant, parce qu'il vient d'une famille où il avait lui-même eu des abus ou des manques de repères sur la façon dont on exprime l'amour. Bon. Alors, dans ce cas, pour mettre fin à la répétition des violences, est-ce qu'il ne serait pas adapté de faire un peu de pédagogie et de donner de la clarté sur ce qu'est une façon adaptée d'exprimer l'amour ou ce qui n'est pas de l'amour? Eh bien, c'est inadapté de violer qui que ce soit, et c'est inadapté de dire qu'on viole quelqu'un parce qu'on aime la personne qu'on viole. Dans l'instant du viol, il y a 0 amour. On traite un être vivant, un être humain, comme un objet, c'est-à-dire qu'on est en train de le profaner. On n'exprime pas à travers un viol son amour maladroitement ou tragiquement. On exprime au contraire par un acte de domination son absence d'amour, une faille dans l'amour. L'amour prend soin. L'amour est attentionné, l'amour est délicat, l'amour est doux, l'amour est tendre, l'amour est respectueux, l'amour fait exister l'autre et lui donne de la joie. Un accompagnant compétent doit se positionner fermement en soulignant qu'il n'y a pas de justification à un viol. Son père n'avait pas le droit. Point. Il y a une explication. Et c'est important pour donner du sens à la personne, mais il n'y a aucune justification. Et il faut le dire. Sous peine d'être dans une pseudo-neutralité, qui n'en est pas une, et qui devient une complicité politique parce qu'elle renforce la culture du viol. Et concrètement, après ce jeu de rôle, la personne est mise en danger. Elle est maintenant exposée à la manipulation de son père et à celle des autres hommes. Elle a été privée des savoirs et des outils pour se défendre et pour prendre conscience des rapports de domination. Si elle a compris que le viol est de l'amour, si les violences n'ont pas été nommées, elle n'a pas de mots pour penser la relation violente ou la relation de pouvoir. C'est-à-dire qu'elle court le risque de la revictimation. Si elle repart avec l'idée que derrière le viol, il peut y avoir de l'amour, quelles vont être les conséquences dans ses futures relations amoureuses? Pour accompagner une personne qui a été victime de violences sexuelles, on a à donner de l'information. Alors évidemment, pour donner de l'information, il faut en être dépositaire, d'où la nécessité de se former. On ne peut pas improviser l'accompagnement d'une personne qui a subi des violences sexuelles. Si on n'est pas formé, si on n'est pas déconditionné de la culture du viol, on va reproduire les maladresses qui favorisent cette culture. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui a subi des violences sexuelles sans connaître le traumatisme et sans connaître la réalité matérielle et psychique, la réalité sociale et politique des violences sexuelles. Un autre élément particulièrement dérangeant dans cette vidéo, c'est la façon de parler des conséquences des violences subies. Par exemple, je le cite,
Il parle au nom d'une femme qui s'adresserait à son père et qui lui dirait: tu te rends compte que je suis entrée dans une hypersexualisation? Ou finalement, si c'est comme ça que l'homme me voit, je vais être comme ça. Et puis, donc je vais être soumise et je vais chercher des trucs hypersexuels. Et il commente: c'est des vies sexuelles qui sont foutues en l'air pour des décennies, pour la plupart. Bon, alors déjà, on évite de dire que des vies sont foutues en l'air, parce que ça peut résonner comme une prédiction pour certaines personnes, et c'est dommage, parce qu'il y a des voies de déploiement ou de redéploiement, il y a des voies de guérison efficaces. Donc, on essaie de nuancer ce qu'on dit. Et puis, c'est mieux aussi de disposer des bonnes infos. L'hypersexualisation, qui effectivement peut être une conséquence des violences sexuelles subies, ce n'est pas une mise en correspondance de soi avec une image inculquée par celui qui a commis les violences. Quand l'auteur de la vidéo dit « si c'est ainsi qu'un homme me voit », bon, en fait, il est en train de dire « si c'est ainsi que mon père m'a vu ». Je trouve intéressant qu'on puisse voir là, entre les lignes, que le viol serait susceptible d'inculquer la soumission. Il me semble qu'un acte qui inculque la soumission, ça ressemble quand même plus à un acte de domination qu'à un acte d'amour. Le regard du père, même si dans cette phrase il dit l'homme plutôt que de dire le père, ce n'est pas un regard aimant, c'est un regard réifiant qui transforme l'autre en objet. C'est-à-dire que l'humanité de la personne qui a été victime est aussi à restaurer et pas seulement l'image du père. Et puis l'hypersexualisation, il faut savoir que c'est une conduite dissociante qui est une conséquence de la mémoire traumatique. C'est un mécanisme de survie. Il s'agit par exemple de se mettre en danger par des pratiques sexuelles ou de se confronter au dégoût de pratiques sexuelles de façon à s'anesthésier, à se dissocier, parce que ces pratiques sont tellement stressantes qu'elles déclenchent le mécanisme de la dissociation et qu'on est ainsi anesthésié un instant, et c'est comme un sursis dans la souffrance. Ce n'est pas de la sexualité. C'est important de savoir expliquer ça à la personne concernée pour qu'elle comprenne son comportement et lui dire que si on désactive le traumatisme, elle n'aura plus besoin de conduite dissociante. Je reviens sur ce... Si c'est comme ça que l'homme me voit, je vais être ça, donc je vais être soumise, chercher des trucs hypersexuels. Le dénigrement fait partie de la stratégie de l'agresseur. Donner cette explication, qui est fausse, renforce la culture du viol, en insinuant qu'il serait logique que le regard dénigrant de celui qui a commis l'agression appelle l'adhésion de la personne dénigrée, alors qu'elle est dans des conduites dissociantes. Et pour les vies sexuelles foutues en l'air, ça se passe pas comme ça non plus. Pour mon mémoire de sexologie, j'ai mené une enquête auprès de 310 femmes qui avaient subi des violences sexuelles dans leur enfance ou leur adolescence, et à qui je demandais, entre autres, quelles étaient les conséquences de ces violences sur leur sexualité. Il s'avère que les conséquences sur la sexualité sont celles d'un état de stress post-traumatique, comme les flashbacks, les pensées intrusives. Ou alors elles sont émotionnelles, comme la peur, la perte de confiance. Ou encore, ce sont des comportements ou des pensées dissociantes, comme l'érotisation de la violence ou de la soumission. Et non pas des conséquences sur la fonctionnalité sexuelle, comme le vaginisme, les troubles du désir, du plaisir ou de l'orgasme. Ce n'est pas étonnant, puisque les violences sexuelles, ce n'est pas de la sexualité. Ce sont des violences. Donc, il y a des conséquences qui sont des conséquences de la violence. Et la sexualité elle-même peut ne pas être impactée. Le savoir permet d'ailleurs d'y voir plus clair. Les violences sexuelles, ce sont des violences qui utilisent le sexe, mais ce sont des violences. Et quand on est dans la violence, on n'est pas dans l'amour. Je vais terminer en parlant du corps, du vécu du corps de la personne qui a été victime de violences sexuelles. L'auteur de la vidéo n'en parle pas, lui, il ne parle pas du corps. La dissociation vécue pendant le traumatisme fait que la personne, le plus souvent, est clivée de son corps. Si le corps qui a été atteint dans son intégrité, quand il a subi des viols,
était pris comme un interlocuteur, s'il était entendu dans ces jeux de rôle, la personne sortirait du déni induit par le praticien, qui incarne le rôle du père, parce que le vécu émotionnel du corps, dans sa matérialité, lui ferait entendre que les agressions ne sont pas de l'amour, parce que le corps, lui, a vécu de la violence. C'est son expérience. Il sait matériellement que ce qu'il a vécu n'est pas de l'amour, que ce qu'il a vécu est de la violence. Et j'espère qu'à l'avenir, plus personne, dans un avenir proche, plus personne n'osera se faire le relais de la culture du viol en affirmant que derrière le viol, il y a toujours de l'amour. Non, il n'y en a jamais.